tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très contente aussi de retrouver des collègues qui sont là, sénateurs et sénatrices, qui sont toujours très vigilants sur les questions de fiscalité. Je suis très contente de participer à ce colloque parce que je viens d'être élue fraîchement, encore une fois, présidente, donc dans une commission qui n'est pas forcément très féminisée. Mais voilà, c'est une commission, et je dois vous le dire, qui est à 95% une commission législative. Au Parlement européen, vous avez différentes commissions. En tout cas, la commission, alors c'est transport et tourisme, parce qu'on ne fait pas de tourisme sans mobilité. C'est une commission où tous les textes qui vont sortir dans les négociations, ce sont des textes législatifs. Il n'y a pas de textes réellement qui n'ont pas compétence sur le droit, et notamment ce qui nous concerne aujourd'hui, l'impact français. Et donc, la question que vous m'abordez dans ce colloque avec un grand titre, quand même, les concessions autoroutières. Quel vaste sujet, quand même. Hein. Donc, moi, on m'a dit, sur ce sujet, la question des autoroutes et des contrats de concession, il y a une problématique qui doit nous intéresser toutes et tous. En outre, et je voudrais vous remercier, les professeurs de droit public, justement, de ce colloque, parce que ça tombe la semaine même où les députés européens s'apprêtent à voter jeudi, voilà, vous le savez, sur la réforme de la directive relative aux euro-redevances routières, qu'on appelle, alors je suis désolée, mais en Europe, on aime bien un petit peu parfois inventer des mots. Et oui, et donc là, ça s'appelle la directive Eurovignette. Parce que vous savez, le système des vignettes, qui a, dans les textes va changer, je vais vous expliquer ça. On va l'appeler l'euro-redevance, même s'il y a eu une bataille de mots pour dire tout simplement une taxe poids lourd. Mais les Français ne voulaient pas revenir sur le mot taxe poids lourd. Vous devinerez pourquoi on ne dit pas taxe poids lourd en Europe. Voilà, parce qu'il y a peut-être des petits conflits sur certains territoires français qui ne pourraient pas accepter ce mot qui vient de l'Europe. En plus de l'appliquer en France, ça pourrait créer des problématiques que nous avons déjà connues. Bref, plus précisément, les parlementaires, là, cette semaine, vont déjà se prononcer. Ils vont se prononcer sur des amendements qui pourraient, justement, entériner ou non l'accord institutionnel qui avait été obtenu avec le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne en juin dernier, juin 2021. Et c'est sur ce texte que mon intervention va porter, parce qu'il faut que vous ayez toutes les clés pour bien comprendre la mécanique européenne, si vous voulez bien. D'accord ? Parce que c'est complexe par moment. Allez, on y va. Tout d'abord, comment c'est né ? Le contexte, c'est qu'il existe une directive, ce qu'on appelle une directive mère. La directive mère, ça veut dire le premier texte fondateur du texte, d'accord ? Donc la directive mère date de 1999 et la Commission européenne a proposé sa révision le 31 mai 2017. Vous voyez, 1999, révision 2017. Vous voyez le temps qu'il faut pour mettre d'accord tout le monde pour aborder ces sujets. C'est long, certes, mais c'est une harmonisation qui impacte des secteurs, qui impacte aussi la législation. Et ensuite, il y a des impacts économiques et sur les gens. Donc, hop, révision 31 mai 2017, dans le cadre de ce qu'on appelait le paquet mobilité, qui a fait beaucoup de bruit. Le paquet mobilité, c'est un paquet où il y a deux jambes. Il y a un volet taxation fiscale, l'eurovignette, et un volet harmonisation fiscale, notamment l'harmonisation sociale. Donc, comment on harmonise les conditions sociales des travailleurs, notamment du routier. Et donc, dans ce paquet, il y a ce texte-là, qui s'appelle Eurovignette. Et qu'est-ce qu'il dit concrètement ? Les objectifs sont assez simples au départ. Respecter le principe pollueur-payeur, utilisateur-payeur. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les points clés qui vont tout de suite ressortir de ce texte vont être, de mon point de vue en tout cas, vont être fixés autour de la fin du système de vignettes basé sur le temps, notamment pour aller vers un système qui, lui, va être basé sur la distance. Parce que si vous passez du temps vers la distance, eh ben vous appliquez réellement le principe pollueur-payeur, utilisateur-payeur. Ça, c'est le premier principe du texte. Deuxième principe,
c'est la mise en place justement de redevances pour coûts externes et notamment pour faire payer des choses qu'on ne payait jamais, notamment la pollution sonore et la pollution atmosphérique. Ce texte arrive avec ces deux grands objectifs. Le problème que nous avons, c'est qu'on rappelle qu'au moment de la publication de la proposition de la Commission européenne, et encore aujourd'hui, les dispositifs au niveau européen, quand le texte arrive, le contexte européen, c'est qu'il y a, et il reste très divers, aujourd'hui en Europe, il existe une multitude de types de redevances. Les Pays-Bas, le Danemark, la Lituanie, la Roumanie, eux, disposent encore d'une directive qui est basée sur le temps. D'autres, comme l'Allemagne ou la France, sur une redevance kilométrique. Et quant à l'Autriche, son système de redevance prend déjà en compte les coûts d'externalité. Donc, on se retrouve dans un système où c'est un petit peu bizarre parce qu'il existe autant de taxes poids lourds qu'il existe de pays en Europe. Et donc, notre but à nous, c'est qu'on se regarde, il y a des taxes poids lourds qui sont différentes selon les pays, mais comment nous allons harmoniser tout ça? Parce que le but, c'est d'être une équipe et que tout le monde applique la même harmonisation. Parce qu'autrement, en plus du dumping social, on crée quoi? Du dumping fiscal. Parce que les mesures ne sont pas les mêmes. Donc, souvent en Europe, on regarde les bonnes pratiques. Chose que nous, on doit faire de plus en plus, je le dis à titre de président, nous devons, et en tant que présidente française, mais nous devons nous inspirer aussi des bonnes pratiques au niveau européen en France. Souvent, on regarde ce qui se passe en France, mais on essaie d'améliorer sans regarder ce qui se passe ailleurs. On fait trop de franco-français. Et sur ces questions-là, ce sera très intéressant justement de voir quelles sont les bonnes pratiques. Par exemple, nous, en Europe, il y a l'exemple suisse qui revient à chaque fois. Mais à chaque fois. Pourquoi? Parce que la Suisse, c'est, certes, c'est pas considéré comme un pays européen, mais c'est considéré comme un pays européen, parce qu'il est frontalier et que là, on a vraiment des échanges avec eux, que eux parlent d'entrée de jeu d'une écotaxe qui a été mise en place, pas il y a 3 ans, pas il y a 2 ans, mais en 2001, ils ont été les premiers, et ils ont installé des portiques, et ils ont installé des boîtiers avec un objectif, réduire les émissions, notamment des poids lourds européens. Ça, c'était leur objectif. On ne traverse pas la Suisse si tout le monde ne participe pas, justement, à la réduction des émissions. Et pour pouvoir rouler, notamment sur les voies rapides et les autoroutes suisses, les conducteurs doivent acheter une vignette annuelle, mais ne s'applique pas aux poids lourds. Les poids lourds, justement, à partir de 3,5 tonnes, eux, ils sont assujettis à une écotaxe poids lourd. C'est assez clair. Et donc, cette redevance sur le trafic des poids lourds liée à des prestations, s'applique aux camions suisses et l'ensemble des camions étrangers, aussi bien européens qu'autres. Tout le monde est à la même enseigne. Et donc, elle est en fonction de quoi? Du poids du véhicule, du kilométrage parcouru et des émissions de polluants. Et si évidemment la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, je redis, mais son modèle, il diffère encore avec d'autres modèles européens. Et là, c'est via cette proposition, on n'a que les études d'impact ainsi que l'ensemble de la collecte des données d'information qui concernent les différentes applications de ces taxes dans chaque pays. On s'aperçoit de l'intérêt et de la nécessité, je vous le dis, chers juristes, de la nécessité rapide d'une réforme dans ce secteur qui est extrêmement polluant. Alors j'espère que vous êtes bien assis ce matin et qu'on nous écoute, parce que là, on va passer à des choses qui sont terribles. Tout le monde parle du dérèglement climatique. Tout le monde a la larme à l'œil quand on voit brûler des forêts, etc. Sauf que les diagnostics sont là. Je ne sais pas si vous avez lu ce matin le dernier rapport du GIEC qui vient encore sonner, qui a tiré la sonnette d'alarme. Mais là, nous sommes dans un moment où l'Europe s'est engagée sur ce qu'on appelle un Green Deal. Le Green Deal nous amène un paquet climat. Transport, environ 25% des gaz à effet de serre au niveau européen.
Seul secteur qui ne réduit pas ses gaz à effet de serre depuis 1990. Tout le monde fait des efforts. L'industrie, l'agriculture, les entreprises, pas le transport. Et donc, il faut que ça change. Pourquoi il faut que ça change? Parce que malheureusement, si je regarde les derniers chiffres, c'est que ce secteur des transports, au lieu de réduire ses gaz à effet de serre depuis 1990, au contraire, les gaz à effet de serre s'accroissent dans les transports, plus 33%. Et ensuite de ça, quand on regarde qui sont les grands responsables de ces émissions, 70% de ces émissions, c'est le transport routier. Or, on a tous signé en Europe un paquet qui s'appelle le Green Deal, avec un paquet qui s'appelle Fit for 55. Je suis désolée, le titre est en anglais. C'est pas moi qui l'ai choisi. Mais obligation de réduire nos gaz à effet de serre de moins 55 d'ici 2030. Et ensuite, entrer dans la neutralité carbone jusqu'en 2050. Vous vous rendez compte, 2030, c'est demain. Il nous reste 8 ans dans un secteur qui pèse énormément. Et ensuite, en plus des émissions de gaz à effet de serre, il y a une urgence aussi sanitaire. Parce que oui, aujourd'hui, les transports nous ont amené la maladie du 21e siècle, comme dit l'ONU, c'est pas moi qui le dis, c'est la pollution de l'air. Et oui, la pollution de l'air, malheureusement, en Europe, ça fait 800 000 morts prématurées. Et donc, vous voyez que ces dispositifs-là, on ne les fait pas juste pour se faire plaisir. On les fait parce que, justement, il y a une question d'urgence. Et je rappelle que les transports, c'est le premier secteur des émetteurs de gaz à effet de serre en France. Et lui ne réduit pas non plus sa cadence. Donc, on va repartir sur la procédure, parce qu'on est entouré de professeurs de droit public, et je sais que les procédures, c'est très important. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qui se passe et comment c'est né dans la procédure? Tout d'abord, on est au Parlement européen. Les négociations se font de manière très soutenue à partir de... Donc le texte, vous l'avez tout à l'heure retenu, mai 2017. Il arrive au Parlement, on commence les négociations. À l'époque, c'était notre rapportrice socialiste, députée européenne, Marie-Christine Revaud-Dallon, qui va prendre le texte et qui, dès octobre 2018, va nous faire adopter en première lecture. La position du Parlement va être très ambitieuse. Très, très ambitieuse. Et du côté du Conseil, ils m'entraînent la patte parce que les travaux ont mis du temps à commencer parce qu'ils ont décidé de faire un groupe technique. Alors, le Conseil, vous savez, la réunion des ministres et des chefs d'État, là, quand ils savent pas trop comment gagner du temps, ils créent des groupes de travail. Et là, c'était le groupe de travail qui s'appelait groupe de travail transport terrestre. Pour pas parler de fiscalité parce que ça fâche. Vous voyez ? Et en raison, justement, mais vraiment de laborieuses, il faut dire les mots, laborieuses négociations les uns avec les autres, parce que tout le monde mélangeait tout, parce que c'était le paquet mobilité, au lieu de se concentrer sur l'eurovignette, donc cette fiscalité, ils ont mélangé tout, les aspects sociaux, ils ont commencé à dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment important de sortir ce premier paquet mobilité? Puisque dans le paquet mobilité, sur le volet social, c'était des sujets explosifs en Europe. Travailleurs détachés. Bon, je ne vous fais pas le tableau du travailleur détaché. Vous me réinviterez. Hein, voilà. Ensuite, c'était des questions de temps de conduite, temps de repos, la question des tachygraphes, la question de l'accès au marché, parce que nous savons, on a un marché intérieur qui est bien normé. Et donc, c'était quand même sous présidence allemande. Et les Allemands, lorsqu'ils sont dans une présidence, ils veulent gagner des choses. Donc, décembre 2020, un accord est trouvé. Qu'est-ce que dit? C'est que les discussions, malgré les questionnements, vont porter sur deux objectifs. À partir de cette eurovignette, comment va se faire le fléchage avec ces ressources? On va les mettre où, justement, ces euros? Dans les fléchages, première
grande question. Deuxième grande question, c'est l'obligation de réinvestir dans les infrastructures de transport, c'est-à-dire, en général, en Europe et dans les pays européens, lorsqu'on taxe, notamment sur les transports, eh bien, cet argent doit aller dans les transports. Souvent, ce n'est pas le cas en France. On pourra en reparler tout à l'heure. Mais le but, c'était véritablement de faire ça. Donc, vous pouvez vous en douter que les approches du Parlement européen et du Conseil, c'était quand même un peu différent. Avec une tradition bien ancrée à Bruxelles, le texte n'a pas dérogé à la règle. C'est-à-dire, le texte du Parlement européen est très ambitieux et raboté au Conseil. À chaque fois, c'est un peu comme ça. Le Parlement européen, c'était quoi la position? Très claire. 1. Possibilité d'introduire des droits d'usage, donc vignettes, pour les poids lourds et camionnettes. Nouveauté. Et les véhicules, notamment ce qu'on appelle en France les véhicules légers. D'accord? Camionnettes destinées notamment au transport de marchandises. Le droit d'usage d'introduire, avant l'entrée en vigueur de ces textes, selon nous, ça devait être tout de suite mis en place le 1er janvier 2023 pour notamment redevance infrastructure, c'est-à-dire les péages, et cette obligation devait absolument concerner tous les véhicules. Et nous, on est très vigilants sur des choses qui sont en train de monter en France sur les véhicules utilitaires légers. Je le redis, parce que justement, sur le transport de marchandises, aujourd'hui, on voit de plus en plus ce marché qui est en train d'exploser partout en Europe. Ça, c'était le premier volet que plaidait le Parlement européen. Deuxième chose, l'introduction de redevances pour coûts externes pour tous les véhicules utilitaires ou les poids lourds, destinés notamment au transport de marchandises. Puis, d'abord, on commence les marchandises et ensuite, on l'impose à tous les véhicules. D'accord? Troisième volet, le réinvestissement des recettes. Réinvestissement des recettes liées en majeure partie pour impact sur l'environnement ou saturation des infrastructures. Troisième chose, variation des péages et des droits d'usage en fonction des émissions de CO2 sur tous les véhicules à partir du 1er janvier 2022. On est en février 2022. Vous vous rendez compte du temps qu'on a perdu. Donc, ça, c'était très ambitieux. Et de l'autre côté, on a quoi? On a le Conseil de l'Union européenne. Et les points étaient nommés 1. Pas d'obligation de mettre fin au système de péage sur les vignettes, peu importe la catégorie de véhicule. Deuxième chose, c'est 4 ans après l'entrée en vigueur du texte, hop, imposition d'une redevance pour coûts externes pour pollution de l'air ou sonore. Mais 4 ans après, on met en place le dispositif et il faudra attendre 4 ans pour comptabiliser, hop, la pollution de l'air, les nuisances sonores aux véhicules lourds à partir du réseau qui est concerné par le péage. Et là aussi, c'était quand même incroyable. Troisième objectif du Conseil, variation du prix des redevances d'infrastructure ou d'usage pour les véhicules lourds en fonction notamment du CO2 des véhicules. Et troisième chose, et la quatrième chose qui a mis un peu le feu aux poudres, il faut le dire, pas de fléchage des recettes. Pas. Ça veut dire que les États membres, ils peuvent taxer sur la route, mais ça ne revient pas au transport. Et cet argent-là, ils en font ce qu'ils veulent, ce qui pose un problème de fond, en termes même d'équilibrage du volet des investissements futurs. Donc vous voyez là, et vous vous rendez compte quand même des différentes conséquences entre les deux approches. Et comme souvent dans l'environnement, les discussions, ce qu'on appelle, c'est pas moi qui ai inventé les mots, mais le trilogue, pour nous c'est très important, c'est-à-dire la bataille entre le Conseil, le Parlement et la Commission. On dit trilogue parce que la Commission est là, mais elle ne fait que regarder. Elle n'a pas de pouvoir. Et ça, c'est la nouveauté que les Français doivent comprendre. C'est la bataille aujourd'hui des textes. Elle se fait entre le Parlement et le Conseil. Nous sommes en codécision. Et moi, mon rôle en tant que présidente de commission, quand je suis aux tables de négociation avec le Conseil, je représente le Parlement. Et je peux vous assurer que c'est la guerre. Parce que moi, je ne laisse pas faire la position du Parlement. Donc, on va négocier. Les négociations vont être très, très, très lourdes. Le premier match, ça va être d'abord le match
c'était marrant parce que la première négociation, c'était difficile de mettre d'accord les Français et les Allemands, et c'était le même jour que le match de foot franco-allemand. Et pour l'Euro 2021, c'était ce soir-là. Et l'accord, on a commencé à avoir des compromis qu'à 1h du matin, et finalement, dans la nuit, on a commencé à avancer. Finalement, l'accord sera, un premier accord sera établi pas avant 7h, 8h du matin. Et là, le résultat, c'est quels sont les résultats que nous avons obtenus dans les négociations. Donc, ces négociations, il faut que vous compreniez bien, ne peuvent pas passer comme ça au Parlement. Une fois que les négociations entre le trilogue sont faites, pour être validées, ça doit repasser au vote du Parlement européen. Et c'est ça que nous allons voter jeudi, monsieur le professeur. Alors, qu'est-ce qu'on va voter? Tout d'abord, il était question, dans la version finale du Parlement européen, de mettre fin au système de vignettes, donc basé sur la durée, pour pas qu'elle s'applique sur des systèmes de péage basés, elles, sur la distance. Donc, ça va avancer. Et ensuite, on va flécher davantage le principe pollueur-payeur, utilisateur-payeur pour les véhicules et les camionnettes destinées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au transport de marchandises. À l'issue du compromis, donc du trilogue, il n'est plus question de mettre fin à la vignette pour les camionnettes. La fin de la vignette concerne véhicules lourds sur le réseau central, le fameux réseau pour les spécialistes des RTET. Alors, qu'est-ce que c'est que le réseau des RTET? C'est le grand réseau européen transfrontalier. Donc, tout le monde aura la même législation sur ce réseau. Le problème que nous avons, c'est sous 8 ans. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Il y a des gens qui font comme ça. Oh non, pas sous 8 ans. Mais on va aller plus vite. Si nous, on arrive aussi à mettre en œuvre et à pousser les États membres à appliquer la législation. Donc, sous 8 ans, et ensuite, il faudra justifier le fait qu'on ne l'impose pas. Alors, pour justifier une non-mise en place, notamment d'une redevance, ça va être un peu compliqué pour les États, donc on va être là pour être vigilants. Ensuite, si les péages existent déjà avant l'entrée en vigueur du texte, les États membres devront combiner un système vignette et péage. Dans le même temps, et ça va être la bagarre, c'est la question du fléchage des recettes. Nous, les députés européens, on vise à réinvestir cet argent issu de la tarification routière dans les infrastructures de transport. Ça n'a pas été retenu, ou ça a été retenu à la marge. Nous allons commencer à dire redevances de cogestion lorsqu'ils seront mis en œuvre. On retrouve donc la possibilité dans le texte à tous les véhicules une redevance de cogestion, mais de dire que ça va aux infrastructures de transport. Ensuite, les redevances pour coûts externes, notamment la pollution de l'air, ça va être introduit dans tous les véhicules lourds, ainsi que la variation des prix de redevance en fonction des performances environnementales des poids lourds et des vannes. Enfin, un détail qui a une importance, c'est... Vous me coupez si je suis trop longue. Et c'est notamment, il est important de noter que les contrats de concession feront l'objet de dispositions particulières. Ça veut dire quoi, monsieur le sénateur qui me regardait en vous posant des questions? Ça veut dire que dans les infrastructures routières couvertes par des contrats de concession, si le contrat a été signé ou négocié donc avant l'entrée de la date en vigueur du texte, vraisemblablement donc là, 2022, les États membres pourront choisir de ne pas appliquer les règles relatives aux redevances pour coûts externes et la variation, bien sûr, du prix de redevance en fonction des performances environnementales allant jusqu'à ce que le contrat de concession soit renouvelé, que le dispositif de péage ou de tarification soit modifié de manière substantielle. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les contrats de concession, ils sont protégés. Eh oui. Et n'auront pas à appliquer les règles que je viens de citer, pourtant essentielles. Et je vous laisse donc vous faire une idée de ce que cela va donner dans le régime français concernant notamment les contrats de concession.
Et pourtant, la procédure va être suivie par notre commission. Maintenant, après avoir évoqué un petit peu ce que je vous disais, le contenu et les potentiels changements qui pourront être mis en vigueur, donc le texte doit être entériné, et je voudrais mentionner quelques aspects liés à la procédure. C'est-à-dire que dans le cas du Parlement européen, cette procédure, elle est un peu particulière par rapport à des procédures classiques, mais c'est déjà très complexe. C'est marqué notamment... j'espère que tout le monde a compris un peu le système. Si vous êtes perdu, je veux bien répondre à vos mails ou à vos questions après. Mais ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, la rapportrice qui portait, donc notre collègue socialiste, n'est plus députée européenne, mais c'est son collègue italien qui a repris le flambeau sur ce texte, M. Ferrandino. Et donc, en tant que rapporteur sur ce texte, ça va être lui qui va négocier en premier lieu, qui avait négocié d'abord avec la présidence portugaise de l'Union européenne. Les États membres avaient commencé à trouver un accord institutionnel et le 9 novembre dernier, le texte a été adopté. Le Parlement doit s'exprimer jeudi. D'accord ? Donc, à votre question, que va faire le Parlement européen jeudi ? Grande question. Là, nous sommes dans une phase de... Si on a déjà la première lecture, c'est une première lecture, nous sommes dans une phase qui va s'ouvrir, c'est la seconde lecture. Et donc, il n'y a pas de vote pour et contre au Parlement européen quand on rentre dans une seconde lecture. Les parlementaires vont juste s'exprimer, ils ne vont même pas donner d'objection, d'adoption, on n'adopte pas d'amendement, etc. Au fait, le texte sera adopté et entrera en vigueur prochainement après la publication officielle au Journal de l'Union. Et donc là aussi, de notre côté, moi, en tant que présidente, j'avais décidé d'améliorer le texte, de mettre des amendements. Et donc on va voir, parce qu'on a même si ça ne se fait pas, en règle générale, nous on l'a fait pour pousser le débat. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que qui en parle de ce texte qui sera adopté jeudi ? Personne. Ni les médias, ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je vous remercie pour le colloque d'aujourd'hui, parce que vous êtes dans un timing exceptionnel. Bravo à vous. Et ce qui est sûr, c'est que il y a différents groupes. Vous savez, au Parlement européen, on a un rapporteur, là il est italien et socialiste, mais nous on travaille en équipe, donc on a des co-rapporteurs. Et dans les co-rapporteurs, qui représentent des groupes politiques différents, il y a une rapporteure qui représente, par exemple, le groupe PPE. Vous savez, c'est le groupe conservateur. Et là, elle est autrichienne, donc elle ne laissera pas faire ça. Parce que les Autrichiens n'ont pas du tout la même fiscalité que les autres, notamment sur la taxe poids lourd. Donc, pour vous dire que ce qui va se négocier là, même en termes d'amendement, même si ce n'est pas la règle et qu'une deuxième lecture, en général, il n'y a pas d'amendement, ce qui va se jouer à partir, je pense que mon téléphone va sonner à partir de 14h, de 14h jusqu'à jeudi, et la présidente va regarder de très près ce qui va se passer en coulisses. Sur les amendements, qu'est-ce qui va être voté, qu'est-ce qui va être approuvé, et est-ce que c'est le jeu de son pays national, ou est-ce que c'est le jeu des étiquettes politiques qui vont être en lien. Et ensuite, nous sommes en quoi ? En présidence française. Et là, c'est la présidente, parce que quand on est présidente d'une commission, on représente aussi la France, puisqu'on a un petit peu un rôle d'ambassadeur, vous voyez, même si on a une neutralité à avoir. Et je vais terminer en vous disant juste que ce texte est très important pour nous, parce que sur les questions de fiscalité, on est un petit peu très loin de certains pays, ou même pas encore rentré dans ce qui pourrait être fait. Et nous manquons énormément, et je vous le dis, nous manquons énormément de recettes pour réellement investir sur une véritable politique des transports et d'infrastructures.
le débat que nous allons avoir là doit nous amener aussi à regarder ce que nous sommes en train de travailler. Donc, dans le paquet Fit for 55, donc ce paquet climat on doit réduire nos gaz à effet de serre d'ici 2055. Il y a plusieurs textes qui sont des textes, des règlements, ce n'est pas des directives. Et dans ces textes-là, il y a par exemple la réglementation qui s'appelle AFIR, c'est une réglementation qui est en charge dans ma commission, c'est les infrastructures. Quelles infrastructures nous allons mettre demain, qui va payer? Ensuite, on aura toutes les questions d'alternatives, carburants alternatifs, qui vont être des vraies questions. Nouveau mix énergétique, véritable question. Comment on fait un fonds social pour le climat pour éviter ce que nous avons eu des gilets jaunes et tous ceux qui n'ont pas accès à la mobilité? Vous voyez, tous ces textes-là, en fait, ont un impact majeur sur plein de législations. En tout cas, de nouveau, je voudrais vous remercier. J'espère je vous donnerai bien sûr ce qui s'est passé jeudi prochain. Et je suis très contente d'être là et de répondre à vos questions. Excusez-moi d'avoir été longue, mais merci beaucoup. Au Parlement européen, on n'a droit qu'à 3 ou 4 minutes, hein, donc j'en profite. Voilà, merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y aurait quelques petites questions avant de passer à la table ronde? Monsieur le député. Oui, allez-y, allez-y. Ah, voilà. J'ai perdu l'habitude. Effectivement, j'ai écouté avec particulièrement d'intérêt donc Madame la députée européenne. J'ai commis un rapport sur l'écotaxe donc il y a maintenant quelques années. Je crois que c'était en 2014. Effectivement, lorsque la mise en place de l'écotaxe a été complètement abandonnée dans ce pays, donc en France. Que va apporter, vous m'excuserez, cette nouvelle législation par rapport à l'écotaxe qui avait été prévue donc il y a maintenant 8 ans? Merci. Alors, tout d'abord, moi, c'est un très grand regret de ne pas avoir d'écotaxe ou de taxe poids lourd réelle en France. Je vous dis ça parce que la Cour des comptes, vous regardez son rapport tous les ans, elle dit manque à gagner environ 1 milliard. Ça fait beaucoup, hein, depuis que le temps où on aurait dû la mettre et maintenant, ça fait près de 10 milliards qu'on aurait pu flécher dans les infrastructures. Donc, manque à gagner énorme. Et le problème que nous avons, c'est un manque de dialogue, notamment avec les routiers et les entreprises routières. Je vais vous donner un exemple. Je ne dis pas ça parce que j'aime beaucoup Mme Merkel, même si je ne suis pas du tout de la même étiquette politique. Mais on n'est pas du tout dans la même donnée de dialogue. Mme Merkel, lorsqu'elle met en place une taxe sur les poids lourds, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une grande conférence de presse et elle dit « Les routiers, merci, parce qu'on va vous taxer, mais on va faire le fléchage pour que l'ensemble de l'argent des recettes aille à la mobilité des gens. » Et donc, au fait, les routiers, on les regarde en disant « Mais merci, grâce à vous, ben, c'est la mobilité, c'est notre service commun de mobilité qui est financé. » Et au fait, nous, on a tendance à dire on met des instruments fiscaux, mais on ne les explique pas. Parce que la taxe poids lourd, la première chose qu'il faut dire, c'est de mettre autour les acteurs et de dire, ben, pour moi, une écotaxe, une partie doit aller aux entreprises du routier. Pourquoi? Parce qu'il faut les accompagner à changer leur flotte, par exemple. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Ça, je n'ai jamais entendu. Une partie doit aller notamment sur la rénovation de nos routes. C'est un peu une catastrophe, les infrastructures en France. Mais le reste, ça doit aller dans plus de mobilité urbaine durable, plus de fret, plus de trains, etc. Et au fait, on a tendance, vous voyez, à ne pas expliquer concrètement que c'est pas, on n'est pas contre, il ne faut pas faire une fiscalité qui parte d'en haut et qu'on ne comprenne pas où ça va. Mais je sais que le rapport de 2014 avait été un outil pédagogique extraordinaire qui n'a pas, selon moi, été sorti des tiroirs pour en faire un outil pédagogique.
Et c'est ça notre défi que nous allons devoir avoir dans la fiscalité écolo, c'est de dire, on met en place une fiscalité, mais qui sont l'ensemble des gagnants de cette fiscalité? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont gagnants. C'est d'abord, tout le monde est gagnant, parce que la pollution de l'air, si demain, avec cet argent, on peut faire du report modal, des camions sur le train, sera gagnant, vous voyez. On ne dit pas que les infrastructures, ça crée de l'emploi et c'est bon pour le climat. Personne ne le dit, vous voyez. Il y a plein de choses. Et je crois qu'à un moment, c'est qu'il faut faire de la pédagogie dans des réformes. Et par moment, on arrive. Vous savez, quand on a mis l'écotaxe, c'est pas à cause de la ministre, en l'occurrence, à l'époque, c'était Ségolène Royal. C'est le contexte, en fait. On a un moment où on est dans un territoire qu'on appelle la Bretagne, et il y a plein de pression, en fait, sur ce territoire. On a la question des algues, la question on a eu une pression notamment sur le lait et la pression agricole qui est forte. On a plein de choses et en même temps on leur dit, bon, on va mettre une écotaxe. C'est un peu beaucoup pour eux. Et donc il faut prendre le temps avec les acteurs de construire les outils fiscaux. Une fois que tout le monde est d'accord, il faut valoriser et pas montrer que... Moi, je suis écologiste, donc je peux vous le dire. Tout le monde me dit, oh là là, mais vous êtes contre la route et vous êtes contre les routiers. C'est un peu facile, la caricature, vous voyez. Mais moi, je ne suis pas contre les routiers. Je leur tends la main pour arriver demain à un autre type de transport de marchandises. Mais il faut les accompagner. Et je peux vous le dire, on va être très en retard. Parce que changer des flottes, par exemple, en électrique, aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors que les Allemands sont déjà dessus. Le report modal et le fret ferroviaire, alors moi je peux vous dire, j'étais dans le Grenelle de l'environnement. J'étais jeune et dynamique à l'époque. Non, je suis toujours jeune et dynamique, bien sûr. C'était pour voir si vous suiviez. Mais 2007, il y avait un objectif de fret ferroviaire en France. On disait d'ici 2020, il faut faire 14%. On est à 9% aujourd'hui encore. Et c'est là où ça ne va pas, c'est-à-dire qu'on fait des objectifs, c'est bien les objectifs, mais il n'y a pas la feuille de route à côté. Et moi, je ne suis pas une présidente de commission qui fait juste des objectifs. Ça ne m'intéresse pas. Moi, mon objectif, c'est de mettre une feuille de route pour arriver au moins 55% et d'accord à côté, de créer les filières qui vont nous arriver à ces 55 pour ne pas laisser les gens sur le bord de la route et en même temps être un petit peu les leaders aussi. On n'a pas assez parlé de politique industrielle aussi. Hein. Et ça, je peux vous le dire qu'on est à un moment de politique industrielle où on est très en retard. Tout à l'heure, je parlais des Allemands, mais ils ont sorti le premier poids lourd électrique. Et c'est eux les premiers. Alors que nous, on a tout pour réussir en France. Sauf qu'on se dit, non, on a le temps, machin. Non, la course, elle est là. Hein. Donc à un moment, là, ce n'est pas des contraintes, c'est que ces nouvelles orientations obligent de ne pas être, je vous le dis, hein, en retard, mais surtout largués. Parce que ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas être largué. Moi, j'ai une question à vous poser, parce que l'avenir, c'est, vous parliez du coût carbone des transports. Alors, je crois que là-dessus, on a plein de chiffres qui se rejoignent d'ailleurs pas tous. Certains disent que ça serait que 7% de la totalité des émissions de CO2. Certains disent que si on arrêtait les 17 plus gros bateaux qui transportent des marchandises à travers le monde, ça neutraliserait les émissions carbone du transport dans sa globalité. Je vais pas prendre d'autres chiffres. En revanche, je voudrais qu'on revienne sur un... Je vais enlever mon masque, ça va être plus simple. Je voudrais qu'on revienne sur une proposition qui est sur la table depuis quelques mois. Je sais que les opérateurs ne sont pas là, ils ne veulent peut-être pas parler de ces sujets-là, mais ils parlent du sujet de la décarbonation. Ils ne font que parler de ça. Le plan 65 milliards d'euros repose sur 3 axes. 1, je favorise le covoiturage, même si les plus grands spécialistes du secteur disent que c'est
un vecteur qui est à peu près à saturation. Hein, on est à 6% des déplacements à peu près avec ça. À la limite, on peut monter un peu, mais c'est pas ça qui coûte de l'argent en soi. En même temps que le covoiturage, c'est créer des pistes spécifiques en cas de ralentissement pour que les poids lourds continuent à avancer, ne s'arrêtent pas. Bon, là aussi, j'ai l'impression qu'avec un peu de réaménagement et du fléchage, globalement, on s'en sort à peu près. C'est pas ça le gros des investissements. Donc, je vais en venir aux deux autres pans de ce plan de décarbonation qui, moi, ont retenu toute mon attention. Je suis juriste, hein, pas ingénieur, mais je suis quand même un peu sceptique. Premier plan, le panneau photovoltaïque. Alors, l'idée, c'est de mettre du panneau photovoltaïque sur tout le long des autoroutes. Et quand j'écoute les plus grands spécialistes, ingénieurs conseils sur le sujet, éventuellement auditionnés au CNA à l'Assemblée nationale à plusieurs reprises, on apprend que le panneau photovoltaïque, pour avoir son empreinte carbone amortie, faut à peu près 30 ans, surtout quand il est produit dans un autre pays. Sauf qu'au bout de 25 ans, il faut le changer. Moi, quand je vois ça, je m'étonne un peu. Ensuite, deuxième axe, les bornes électriques. Alors l'intention est louable si on a des véhicules électriques, bien sûr. Après, est-ce que c'est la bonne solution ou pas? Je ne suis pas ingénieur, encore une fois, je ne suis pas ça. Mais je vais vous faire un calcul rapide. Fin 2021, on avait 50 000 bornes sur le réseau. L'État français impose 50 000 bornes de plus à la fin 2022. Ça fait 100 000 bornes en tout. Le coût de l'opération est estimé à 500 millions d'euros, payé en partie ou en grande partie par l'État, via un décret de février 2021, si ma mémoire est bonne. Bon. Est-ce que l'investissement paraît optimal? Là aussi, j'ai des questions qui me viennent. Après avoir consulté quelques spécialistes de la question, on m'explique que pour qu'une borne électrique soit amortie en empreinte carbone, il faut qu'elle fasse 8 charges par jour. Alors, je me dis combien on a de véhicules? C'est le truc pragmatique. Déjà, je vais laisser de côté les véhicules hybrides qui font 20 km sur du réseau autoroutier. Vous chargez rarement votre voiture pour 20 km, surtout quand vous partez en vacances avec les enfants, qu'on est pressé d'arriver sur le lieu de vacances. Prenons juste les voitures électriques. Complètement électriques. Elles sont estimées à 350 000 en France aujourd'hui, 1 million à l'horizon 2035. 350 000 divisé par 50 000 bornes, en théorie par jour, parce que les véhicules ne sont pas que sur les autoroutes, ça fait 7 charges. Donc pas assez. Si je multiplie par 2 les 50 000, comme voulait l'État français, ça fait plus que 3,5 charges théoriques par jour par borne. Nous sommes en 2022. Quand est-ce qu'il va falloir les changer, ces bornes? Elles ont une durée de vie de 10 ans. C'est-à-dire que quand on aura besoin, quand il y aura le besoin, 1 million de véhicules à l'horizon 2035, là, il faudra les changer. Donc je suis assez curieux de savoir, d'une part, quel est le sentiment sur ce plan de décarbonation, qui me paraît, à titre tout à fait personnel, je ne suis pas un spécialiste, plutôt un plan de surcarbonation. Et c'est le premier point. Et deuxième point, quelles pourraient être les autres solutions? Alors je sais qu'on parle d'autoroute avec du guidage électrique en dessous. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres pistes, par exemple, chez nos amis européens, dans nos voisins européens, est-ce qu'il y a d'autres pistes sur la table? Bon, alors je vais rester 3 heures avec vous. C'est pas possible. Ah, bon, non. Tout ce que vous dites, c'est très intéressant, sauf que la décarbonisation des transports, c'est pas juste un mot. D'abord, c'est tous les transports. Souvent, on regarde le focus routier, parce que c'est 70% de la part des transports, mais il y a le maritime, il y a l'aviation. Et je peux vous dire, ces deux secteurs qui, eux aussi, doivent prendre le virage. Parce que pour l'instant, vous pouvez regarder le maritime, le fioul lourd, ça nous pèse beaucoup. Vous voyez? Les infrastructures, par exemple des ports zéro émission, on en est très loin. Où sont les bornes électriques pour nos futurs bateaux électriques à recharge? Vous voyez? Et ensuite, ce sont les comportements qui vont changer. Quel type de marchandises faudra-t-il demain pour les conduire? Et c'est le comportement des gens. Moi, je suis en train de travailler en ce moment à l'Europe sur, vous savez, quand vous achetez quelque chose, vous avez le nombre de sucre, le nombre de machin, nanana. Donc vous avez une information. Il y a une information que vous n'avez jamais, c'est comment c'est arrivé chez vous dans votre magasin. En vélo, en camion, en avion, en bateau. Et au fait, ça change les comportements. Parce que la conscience aujourd'hui des consommateurs est extraordinaire. C'est eux qui font les marchés.
plus on va leur dire c'est proche et que ça ne met pas d'impact carbone, et plus les produits vont commencer notamment à être un peu plus local. Et c'est ce qui est en train de revivre, et on l'a vécu après le Covid. Tout le monde s'est dit, oh là là, comment on refait de l'économie locale? Plus ces marchandises qui viennent de l'autre bout de la Terre. Et pourtant, nous n'avons pas le choix. Parce qu'il y a des produits que nous ne produisons pas. D'où taxe carbone aux frontières. Demain, la production d'un produit à l'autre bout de la Terre va avoir un impact. Donc, il faut le taxer pour pouvoir reconditionner et refaire notre économie locale, de proximité. Sauf, faut-il encore préparer l'économie locale et de proximité? Vous me parlez d'une chose qui est très importante, c'est le covoiturage. Alors moi, j'adore le covoiturage. Mais combien y a-t-il en France d'autoroutes de covoiturage ou de routes de covoiturage? Les infrastructures ne sont pas préparées. Donc moi, je veux bien qu'on dise qu'il faut faire du covoiturage, mais il n'y a pas juste de route ou d'autoroute de covoiturage, contrairement à d'autres pays européens. Donc on a un problème. Donc on prône le covoiturage, mais on n'a pas le dispositif clé à côté. Pourquoi c'est important? Parce que déjà, encore dans ma commission, on est déjà en avance. On parle d'un nouvel indicateur dans la mobilité, c'est le taux de remplissage. Je rappelle, je suis désolée de le dire, en France, la voiture, quand on regarde dans chacune des villes, elle est utilisée que très peu. Même ici à Paris, j'ai encore regardé, les gens utilisent une voiture pour faire moins de 3 km. Tout seul. Et qu'est-ce qu'elle fait 5% 5% du temps, une voiture, elle roule. Mais 95% du temps, elle dort, cette voiture. Ce qui pose un problème aussi. Donc, il faut revoir le phénomène, ce phénomène-là. Deuxième chose, vous me parlez des bornes électriques. Alors moi, je suis désolée de vous le dire dans votre colloque, tout le monde ne roulera pas à l'électrique. Nous n'allons pas avoir 40 millions de voitures électriques. C'est quasiment impossible. Pourtant, il faut sortir des thermiques, ça veut dire qu'on va changer de mobilité. Changer de mobilité, ça y est, hein. Il y en a qui n'ont même plus besoin. Ils ont inventé un mot qui s'appelle la démobilité. La démobilité, c'est ça va la vie, ils sont dans les centres-villes, ils ont un job où ils peuvent aller à pied, à vélo, mais ils ont décidé que le critère de mobilité, c'est un peu moins de se déplacer et tout faire dans d'autres modèles que la voiture, par exemple. Troisième chose, c'est qu'il va falloir qu'on comprenne en France. Je ne dis pas ça pour être méchante, mais j'ai vu par rapport aux autres pays. On a dit que la voiture allait tout régler, la culture du tout voiture. Je suis désolée, mais la voiture, elle n'a pas tout réglé, et notamment la fracture territoriale. Est-ce qu'on a réglé la fracture territoriale alors que dans les zones rurales, en moyenne, les gens, ils ont 2 voitures, ils n'en ont pas une. Hein. Est-ce que ça a réglé la fracture territoriale? Absolument pas. Troisième chose, c'est qu'on ne réglera pas la question, notamment des émissions, si on ne regarde pas la question des inégalités sociales. Et vous avez raison de parler des bornes et des voitures électriques. Qui a accès aux voitures électriques aujourd'hui? Pas tout le monde. Et ensuite, quand on met des bornes électriques, je suis désolée, une voiture électrique est rentable en termes d'impact écologique lorsqu'elle roule en moyenne par an 50 000 km. Pourquoi faisons-nous des bornes électriques au cœur de Paris? On a tout. Des vélos, des tramways, des bus, des RER. Et vous vous dites, mais qui a besoin de ces voitures électriques? C'est ceux qui roulent beaucoup et qui n'ont pas le choix, en fait. Mais ceux qui n'ont pas le choix, c'est ceux qui habitent à la périphérie ou dans les zones rurales. Alors pourquoi les bornes électriques, elles ne sont pas là? Pourquoi il n'y a pas des pôles d'échange de voitures électriques à la sortie des villes, par exemple? Pourquoi n'a-t-on pas aussi une vision de prospective? Vous avez raison, l'électrique, ce n'est pas la solution, c'est une des solutions. Demain, on travaille déjà sur des mix énergétiques. Donc les bornes qu'on appelle électriques, elles doivent être rechargeables demain en électrique, mais aussi en hydrogène, par exemple. Vous voyez, c'est ça de faire de la prospective. Et ensuite, tout le monde dit qu'il faut faire 1 million de voitures électriques en France d'ici très peu là.
Techniquement, comment on fait au fait? C'est moins d'1% de véhicules électriques en France. Elle est où la filière? Et moi, je peux vous le dire, c'est moi qui ai mis sur la scène le scandale du Dieselgate en 2015. Et je disais déjà, travaillons autour de la table sur la feuille de route, une politique industrielle de l'automobile. Alors tout le monde a fait « Ah 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 ah, très drôle, Madame Dely ». Vous voyez? Sauf que qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? On nous dit qu'il faut faire de l'électrique, on n'est pas prêt. Il faut former les salariés. Comment on forme des salariés sur une nouvelle politique industrielle demain? Comment on recharge des batteries électriques si vous n'êtes pas formés? Regardez nos territoires. On dit on va planter des gigafactories. Je peux vous le dire, moi je viens des Hauts-de-France. Moi je trouve que c'est bien. Mais on ne peut pas faire de la voiture aujourd'hui si on ne travaille pas sur la politique industrielle de l'ensemble du cycle de vie de la voiture. Et on parle de cycle de vie de voiture. On en est où aujourd'hui? On n'est pas prêt au fait. On n'est pas prêt. Des infrastructures, et vous me dites, sur le véhicule électrique, on pourrait être les meilleurs, c'est juste, pas en construisant de nouveaux véhicules, mais en transformant des véhicules existants. Aujourd'hui, on a du thermique, diesel, essence, on a les meilleurs, et je peux vous le dire, je vois avec eux, on a les meilleurs rétrofiteurs. C'est quoi les rétrofits? Le système des rétrofits, c'est de changer son moteur thermique en électrique. C'est une filière qui est extrêmement, qui a beaucoup d'avenir, mais qui n'est pas aidée par l'État, alors que ça, c'est ne plus juste acheter pour acheter, c'est de transformer des véhicules. Et bien cette filière-là, qu'est-ce qu'on attend pour la développer? On créerait le premier marché au niveau européen. On sait le faire. Et on a les meilleurs rétrofiteurs en Europe. Ils sont ici, chez nous, en France. Qu'est-ce qu'on attend? Et en même temps, ça permettrait de faire incroyablement plein de l'emploi local, non délocalisable, etc. Vous voyez? Sur les bornes, là, ça va être la bataille qu'on va avoir. Là, le texte est arrivé. Tout le monde est en train de se dire, on fait le grand maillage de la borne électrique partout en Europe. Mais c'est à partir de combien de kilomètres on met des bornes? 100 km, 60 km? Eh bien, ça dépend aussi de l'autonomie des batteries. Quelqu'un qui habite Bruxelles, qui va aller à Barcelone en voiture, si elle est remplie, ça va. Mais ça se fera demain. Ben, c'est l'autonomie des voitures. Vous voyez? Et ensuite, il y a un problème géopolitique. On dépend des importations d'uranium sur l'électrique. Et donc, moi, ce que je dis aujourd'hui sur l'électrique, ça ne peut pas être juste la solution à la mobilité. Ça va être une des solutions, mais n'oubliez pas que la mobilité, c'est comme la biodiversité. Votre mobilité, je suis désolée, monsieur le professeur, n'est pas forcément la mienne. Et donc, il faut un panel d'outils pour que chacun d'entre vous, dans cette salle et ceux qui nous écoutent, demain crée sa propre mobilité. Et sa propre mobilité, c'est une révolution de stratégie environnementale et énergétique. Mais il y a l'autre révolution qui est là, dont personne ne parle. C'est cette révolution digitale qui est là et qui va exploser, qui est déjà là, qui va exploser. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas prêt encore. Qu'est-ce qu'on attend? On attend que nos données ne servent à rien. Sauf que le jour où des petits malins vont se servir de nos données, on va dire « Ah bah zut, Uber n'a pas besoin de voiture. Ils ne sont pas des constructeurs de voitures, Uber. Et pourtant, ils savent utiliser vos données ou travailler sur les usages des gens pour pouvoir offrir de nouvelles offres. » Vous voyez? Et c'est là où il faut que nous, les législateurs, et même nous, les juristes, il faut faire très attention parce qu'il faut qu'on soit en avance sur le cadre. Qui aurait imaginé les Uber? Qui aurait imaginé le retour des trottinettes? Qui? Non mais vous voyez, tout ça, c'est en train de bousculer et nous, on arrive derrière en train de courir et de dire il y aura des problèmes. Donc moi, je le dis de manière très tranquille à votre réponse, quelles sont les solutions? En fait, les solutions, elles existent toutes déjà.
Mais il faut en parler et travailler sur les bonnes pratiques. Il faut travailler sur une cible qui est très simple. Quelle mobilité voulons-nous demain? On veut une mobilité durable, on veut une mobilité qui soit accessible, donc inclusive, et là on a des gros problèmes parce qu'elle n'est pas accessible. Par exemple, nous on a tout le débat en Europe, on est en train de définir c'est quoi un précaire de la mobilité. Moi je n'ai pas entendu ce mot-là. Alors on parle beaucoup des précaires énergétiques en France, sur l'énergie, parce qu'ils ne savent pas payer leurs factures ou qui ne se chauffent plus, par exemple. Mais les précaires de la mobilité, c'est un gros sujet. Et les juristes, il faut vous emparer de ce sujet-là parce qu'on est déjà en train de se dire, il faut le définir dans le paquet Fit for 55. C'est quoi la précarité énergétique, la précarité de la mobilité? Il y a trop de gens qui ne bougent plus. Soit parce que c'est trop cher, soit parce qu'ils ne sont pas desservis. Et ça veut dire quoi derrière? Mais ça crée des ruptures. Regardez le dernier rapport sur la loi des mobilités. Lorsqu'on voit que 40% de Français refusent une offre d'emploi à cause des problèmes de mobilité. Et bien là, le politique comme les juristes, on doit se mettre autour de la table et de dire, il faut auditionner aussi les usagers, il faut auditionner l'ensemble des acteurs, même des entreprises. Comment on crée des nouveaux forfaits mobilité pour que personne soit au bord du chemin? Donc, je vais arrêter là parce qu'après, moi, je suis passionnée par ce que je dis. Mais en tout cas, les solutions existent. Il suffit juste un moment de savoir faire aussi un peu de prospective. Et je termine parce que ce qui me manque, moi, en France, moi, j'étais très jeune à l'époque, mais vous saviez, nous avions un grand ministère qui s'appelait la DATAR. C'était la DATAR, hein. Mais un grand ministère où c'était de la prospective. Alors, il y a eu des choses très, très bien, il y a eu des choses un peu moins bien, mais il y avait une vision dans des infrastructures, dans les transports, dans de la mobilité. Il nous faut une vision. Et ce grand ministère travaillait avec tous les acteurs. Et bien, moi, je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, vous voyez. Donc, j'espère que là, on va retrouver ce type de ministère, parce que autrement, demain, je peux vous le dire, les petits sparadraps, les petites politiques comme ça, juste pour se faire plaisir, ça ne marchera pas. Ou ça ne marchera plus parce qu'il faut une vision globale. La mobilité, c'est la question démocratique, la question sociale, la question environnementale, la question énergétique et surtout la question justement des innovations et de la recherche dont on ne parle jamais. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup. Et on va donc passer, sans plus de transition, à la table ronde.